On parle de la culture musicale ou de la musique. Il est beaucoup plus simple de parler de la musique, mais que de parler de la culture musicale, parce que la culture musicale englobe d'autres domaines qu'on ne maîtrise pas. Mais la musique en soi évolue suivant une évolution d'une société. Et au Sénégal, avant, on n'avait pas des repères comme on a ici aujourd'hui. Maintenant, le balak qui est devenu un repère. Avant, on se disait, bon, il fallait apprendre la musique pour faire la musique. Mais maintenant, on se dit, bon, on est Sénégalais, donc on a ça dans le sang, donc on peut jouer le mbala. Et pour jouer un mbala, il faut utiliser des instruments. Et l'instrument, il faut la maîtriser. Et si tu ne la maîtrises pas, tu ne peux pas jouer. Et c'est ce qui arrive que maintenant, beaucoup de groupes jouent avec des instruments européens, des guitares, des saxos, sans pour autant apprendre ceux qui ont fait même comme une lettre de noblesse, le saxophone ou la guitare. Ce qui fait qu'on prend une guitare pour faire du mbala, on joue deux notes toute sa vie. Mais ce qui est important à retenir, c'est ce qu'on a transmis aux jeunes. Avant, on n'attendait pas qu'on nous transmette quoi que ce soit, on devait apprendre. On devait s'informer, on n'avait pas Internet, on n'avait pas la télévision non plus, c'est seulement la radio. Mais on avait des aînés aussi qui nous montraient le chemin, parce qu'il y avait beaucoup d'Européens, il faut dire aussi en africain, surtout au Sénégal. Il y avait beaucoup d'Européens, donc ce qui faisait que on avait beaucoup de types de magasins de musique. Ce qu'on ne trouve plus maintenant en magasin de musique, on ne trouve presque plus au Sénégal. Des luthiers, on ne sait pas ce que c'est. Et on a une école de musique qui forme des gens, qui forment des chômeurs en fait. Parce que s'il n'y a pas un suivi entre l'école et l'enseignement, donc il n'y a pas de suivi. L'école des arts qui avait, été animée par des Français. Donc, ils nous apprenaient ce qu'eux, ils avaient appris. Je me rappelle de chez moi, il y avait le premier conservatoire de musique qui était à Fosse, en bas de chez moi, à la rue Orphelin. On apprenait la danse classique, bien sûr. Il y avait la danse classique, il y avait la musique, il y avait tout, mais jamais la musique africaine. On ne parlait pas à cette époque de musique africaine, on parlait seulement de musique, de lecture et de transmission. Bon, on a grandi dans cet environnement. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de théâtre, beaucoup de salles de cinéma aussi. C'est comme ça qu'on a commencé à organiser des petits concerts entre nous. Il y avait beaucoup de groupes, mais plutôt des références musicales européennes. Donc, le mbala est venu beaucoup plus tard. Et tous ceux qui jouaient, en fait, s'inspiraient de ce qui se faisait en Europe ou aux États-Unis. Donc, on cherchait par la radio ou certainement par des revues, comme les Salut le copain avant, ce qui se faisait. Et le grand problème de l'époque, ce n'est pas le même problème que la jeunesse, ce que la jeunesse rencontre maintenant, comme je l'ai dit. Avant, on était mineurs, on voulait s'imprégner d'une musique qui n'était pas la nôtre et qui n'avait pas d'avenir selon les parents. Pour beaucoup de parents, la musique c'était une perte de temps, comme le football l'a été dans son temps. Et ce qui fait quand on était mineur et qu'on voulait jouer avec des instruments et se produire dans des endroits qui étaient destinés aux adultes, on avait toujours des problèmes.
On avait toujours des problèmes. Je m'appelle tonton Albert qui nous poursuivait partout où ce qu'on était. Et aussi parce que c'était mal vu, aussi parce que c'est des boîtes de filles de mœurs légères, bien sûr. Mais pour nous, ce n'était pas ça l'important, c'était d'avoir notre public à nous. Et ce qui est plus tard devenu de petits concerts. Parce qu'après, on s'est dit, bon, on va organiser des concerts, c'est ce qui fait qu'on a fait de plus petits concerts au niveau de Rialto, du théâtre de Verdure, au niveau de la salle d'Agnès Bautier et autres salles de la place, comme le Petit Palais ou autres. Beaucoup ne connaissent pas le Petit Palais en fait, parce que quand on parle de Petit Palais, le théâtre du Petit Palais, beaucoup ne savent pas ce que c'est. Et se trouve à l'ancienne, là où se trouve actuellement le siège social de la Société Générale de Dakar. Et c'est là où produisaient d'ailleurs les Lorenzo, nos aînés, et les grands frères d'Alex Correa, ceux qui jouaient là-bas aussi. Et on appelait ça le Pont d'Or. C'était chaque dimanche, on allait écouter des chanteurs qui jouaient, et le vote se faisait par la radio. Parce qu'il n'y avait pas la télévision, donc c'était par la radio qu'on votait. Et le dimanche prochain, on annonçait les vainqueurs. Bien sûr, les prix n'étaient pas des coupes, mais c'était plutôt des denrées que des autres sociétés envoyaient, les sponsors plutôt envoyaient pour les prix. Donc, c'était ça l'engouement musical de l'époque. Et quand on voulait faire quelque chose, on fallait le faire par ses propres moyens. Par ses propres moyens, ça veut dire même si tu n'as pas de guitare, il faut la fabriquer. Et comme ça, on avait de petites compétitions interquartiers, comme les avait dans le football, mais parce que dans chaque quartier de Dakar, il y avait un groupe musical formé par des autochtones ou par des ethnies comme des Libanais, des Français, des Métis. Bon, il y avait différents types de groupes jusqu'à les systèmes. Et on organisait entre nous des concours de musique. Mais pour animer ces concours de musique, il fallait bien s'entraîner, donc il fallait prendre contact avec certaines autorités, mais on n'avait pas de budget. On n'avait pas de budget, on n'avait pas de cachet. Alors ce que je faisais, à l'époque, je m'entendais bien avec M. Lazare de la Daniel Boutier, qui louait la salle. Nous, le problème était de payer l'avance, mais au bout de 2 concerts, il s'est rendu compte qu'on pouvait payer, mais on n'avait pas l'argent pour payer en avance. Alors je me suis entendu avec M. Lazare, qui lui voulait vendre des boissons pendant l'entracte. Alors j'ai dit, M. Lazare, écoutez, nous on veut bien se produire, mais on n'a pas une avance à donner. Donc on demande un partenariat, et puis à la fin, vous retirez votre somme. Il a été d'accord pour la première fois et la deuxième fois, il a dit que ça marchait. Et nous aussi, pour nous, ça nous arrangeait, ça nous soulageait d'un poids de collecter de l'argent pour avancer et puis chercher. Parce que pour les affiches, ce n'était pas un problème. Si je fais des grandes feuilles et des feutres pour écrire avec des points stratégiques comme les lycées, puisqu'on était des enfants encore. Donc, le lycée était notre point d'exploitation, plutôt zone d'exploitation. Lycée Kennedy, lycée Van Gogh, et de la Fosse et autres. Et c'était facile parce qu'on tablait nos heures de concert aux heures de cinéma matinée. Ça parce que les parents laissaient les enfants aller en matinée. Alors donc on s'est dit, bon, c'était le même prix que le cinéma, c'était le même horaire que le cinéma. Alors on faisait compétition plutôt avec le cinéma qu'avec tout ça. Et tout le monde venait au concert. Mais si les enfants devaient faire un concert beaucoup plus tard, personne ne viendrait parce que les parents ne laisseraient jamais les enfants aller au concert de musique. Bon, c'était pas très de bonne réputation. Et c'est comme ça qu'on a trouvé notre terrain, malgré tout qu'on faisait du commercial des fois,
Mais chaque fois, on retombait dans ce même système pour s'exprimer, parce que le commercial ne te permet pas de t'exprimer, parce que le commercial faisait danser les autres. Mais quand on voulait s'exprimer sur un autre domaine musical, on fallait qu'on fasse un concert. Ce qui est d'ailleurs fait qu'avec même l'alliance avec Blin ou Antonelli, on trouvait toujours un moyen dans l'année d'avoir des semaines à nous pour faire notre musique, présenter ce que nous aimions comme musique. Évidemment, c'était du Santana, du Jimi Hendrix, du Deep Purple, ce genre de choses. Et puis par la suite est arrivé, bon, bien sûr, la télévision. On a pu comprendre que c'était une grande ouverture. Et puis avec nos aînés, bien sûr, bon, comme les Jacques Césaire et les autres, on est rentré maintenant en une phase beaucoup plus grande d'ouverture. Mais c'était un plafond, en fait, parce qu'on n'arrivait plus à dépasser ce stade. Parce qu'il fallait sortir, il fallait aller ailleurs et on ne pouvait plus accéder à ça. Et la musique sénégalaise commençait à virer. Et on a pensé donc faire le ballard. Mais au début, ça ne marchait pas, parce que contrairement à ce qu'on voit maintenant, les Sénégalais, les hommes dansent le sabbat. Mais avant, les hommes ne dansaient pas le sabbat. Celui qui dansait le sabbat, c'était un homosexuel. Donc, automatiquement, c'était difficile de promouvoir une musique sénégalaise dansant dans des boîtes de nuit. Alors, donc, la salsa, ça passait. Bon. Parce qu'évidemment, les Guinéens étaient là, avec des Bembeya qui étaient plus petits que nous, qui avaient grand succès. Les Congolais aussi, la musique congolaise marchait, parce que c'est une musique dansante qui dansait hommes et femmes. Mais au cas du Sénégal, il était particulier. Le mbala ne se dansait pas en boîte. Quand il y avait un sabbat, c'est les hommes qui jouent, c'est les femmes qui dansent. Et comment changer cette thème? Au départ, j'ai essayé avec le premier groupe que j'avais en Mauritanie, essayer de... Mais c'est toujours les mêmes morceaux qui revenaient. Votre sitar est toujours le même. C'est toujours c'était la même chanson que on n'arrivait pas à trouver une autre chanson pour dire voilà une musique moderne africaine qu'on peut entendre. Alors donc, le jazz était par contre beaucoup plus facile à aborder avec la musique africaine que la musique dansante pour le Sénégal. Parce que le Sénégal, les hommes, comme je disais, ne dansaient pas le sabbat. Donc, et puis après, on a connu, bon, un disque, bon, avec des jeunes avec qui on jouait, on a connu Ouza et chez vous êtes, c'est là que j'ai vu que Ouza aussi faisait une musique dansante, mais qui n'était pas tellement ballade. Alors donc, on a essayé de voir comment Ouza faisait, mais c'est toujours la même chose, c'était toujours les mêmes rengaines qui ressortaient, il n'y avait rien de créatif pour aller vers l'avant. Et puis on essaie d'allier les choses. Je me rappelle quand j'ai pris Souleymane Faye pour aller en Saint-Louis pour jouer. D'ailleurs, même, il disait, je m'appelle Pierre Sec, il disait, oh, tu l'engages parce qu'il chante la Mingué. J'ai dit, non, c'est pas parce qu'il chante la Mingué, c'était une chanson traditionnelle très connue. Non, mais c'était sa voix, c'est tout. Il n'avait pas peur d'aller en solo. C'est que n'arrivaient pas les autres qui chantaient toujours dans la gamme plutôt mélodique. Alors j'ai dit non, mais c'est pas la même gueule, mais seulement c'est vite adopté au rock et au blues. C'est ce qui a fait que plus tard même, il fait des balachorot. Mais c'était ça son passé. Alors la musique qu'on a connue